Bonsoir et merci de nous rejoindre au 19h30. Tout de suite, les titres. Le calme est de retour dans la ville de Ndoussi, au sud de la Côte d'Ivoire, après des affrontements entre gangs qui ont secoué cette localité. Au Niger, une marche contre Barkhane a été interdite. Les opposants ont lancé une pétition à la suite de cette interdiction. La ville de Ndoussi, au sud du pays, dans la région de l'Agnébitiassa, a été le théâtre d'affrontements entre gangs dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 août dernier. Bilan, un mort, plusieurs blessés et une vingtaine de magasins pillés et incendiés. La ville est restée paralysée durant 3 jours avec un couvre-feu instauré par la préfecture. Depuis lundi, les activités reprennent timidement après la visite du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Et c'est ce que nous fait savoir notre reporter Georgette Ido-Fofana qui revient de Ndoussi. Après les événements survenus le week-end dernier à Ndoussi, ville située dans la région de l'Agnébitiassa, les activités reprennent timidement. Ces événements ont malheureusement fait un mort, plusieurs blessés et une vingtaine de magasins pillés et incendiés. Parmi les victimes, Ibrahim, vendeur de téléphones portables depuis 10 ans au marché de Ndoussi. Nous ne sommes pas en sécurité. Ce même problème-là se produit plusieurs fois. Et quand ça se produit, c'est le commerçant qui paie. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Mais dès qu'il y a un événement, c'est à nous d'abord les pots cassés et puis les autres maintenant les retrouver. Il faut que la justice soit faite pour que nous, on puisse être en paix dans ce village. Ce que je paie va au-delà de... ça va en presque 20 millions. Et même on peut dire plus. Comme Ibrahim, ils sont nombreux ces commerçants qui ont vu leurs boutiques et magasins partis en fumée, tout comme certains lieux d'habitation qui n'ont pas été épargnés. On va investir l'argent dans quelque chose, et puis après, un jour, au moins 1 heure, on vient gaspiller ça. Moi, dans 30 minutes, là, vraiment, c'est pas du tout facile. Moi, en tout cas, j'ai mal. À 1 h du matin, j'entends des bruits, je regarde par les persiennes, je vois les gens en machette, à lance-pierre, ils viennent, il est là. Il dit, sors ici, il faut sortir ici, tu vas voir. Et sa moto, donc ils sont venus, ils ont cassé la porte. La première des choses qu'ils ont fait, ils ont pris, j'ai 2 motos. Ils ont pris la première, qui est la même chose comme celle-là, ils ont pris, ils ont cassé, ils ont mis feu. En haut de toi, il entend les bruits bizarres. Ah, ça c'est quelle souris ça là? Donc il va donner mon mari appeler, ah, il y a quoi? Ah, il ne veut pas dormir. Qui parle de sauver le quartier pour nous? Il dit, ah, ils vont sauver le quartier. Donc ils ont poussé un peu net. Ils ont pris un bruit, ah, ça c'est quel bruit ça? C'est quelle souris ça là? Déjà, c'est parce qu'ils ont lancé, ils ont pris les bidons, ils ont lancé en haut. Déjà, c'est pour mettre essence. Donc ça m'a fait 30 minutes, vu où mon père priait là. Ce côté-là, il a dit, ah, ça c'est quelle chose là? Non, même s'il avait pris, il a ouvert la porte, il veut sortir. Quand tu appelles les jeunes là, ah, venez, ils sont là brûler notre maison. Donc Dieu merci, dès qu'ils sont venus, les enfants qui dormaient dans la chambre, Dieu merci, ils ont pu les sauver. Selon les témoignages recueillis sur place, tout est parti d'une bagarre de gang. Des fois, il y a temps des palabres, mais ce qui s'est passé là, ça fait de drogue qui a fait que ça a déclenché comme ça. Véritablement, on ne connaît pas le problème. On parle à peine de fumer de drogue. Est-ce que les fumeurs de drogue, personne ne fume la drogue ici pour venir mettre le feu. Donc c'est un peu compliqué. Pour apaiser les tensions et promouvoir la cohésion et le vivre ensemble, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, était à Ndoussi. La vie humaine est sacrée. Un mort, c'est trop. La Côte d'Ivoire se relève de ce passé douloureux. Et la Côte d'Ivoire veut tourner la page de ce passé douloureux, avec beaucoup de morts qu'on a connus. Ce n'est pas ce moment-là qu'il faut choisir pour aller à des affrontements inutiles. Nous sommes venus aussitôt pour calmer les esprits, apaiser les cœurs, parler aux populations, les sensibiliser sur les notions de vivre ensemble. Vu la gravité du conflit et la situation tendue, un couvre-feu de 72 heures avait été instauré par le préfet de la région de l'Agnébitiassa. Ce couvre-feu a permis aux hommes du général de corps d'armée, le général Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, d'interpeller 14 personnes, dont 10 déférés. 2 fumoirs ont également été détruits et 4 bidons de grains de cannabis
11 boulettes de cannabis, des médicaments de mauvaise qualité et falsifiés, 60 paires de ciseaux, des machettes, 2 fusils de calibre 12 et 45 munitions de calibre 12 ont été saisis. L'on s'en souvient encore de cette journée mélancolique du 1er août. Des affrontements entre jeunes de Ndoussi avaient occasionné la mort de 3 personnes et fait de nombreux blessés. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale et l'ensemble des autorités de la région appellent au calme et à la retenue. Interdit en Côte d'Ivoire, l'orpaillage clandestin continue d'être pratiqué dans certaines localités du pays. C'est le cas d'Elinzoué, village situé à 20 km de la ville de Bongouanou. Dans ce village, les orpailleurs ont fini par être acceptés, du fait notamment de l'impact économique qu'a cette activité sur les commerces. À Elinzoué, le pouvoir d'achat est détenu par ces orpailleurs. Anissette Conan nous en dit plus. Elinzoué, village situé à 20 km de Bongouanou, dans l'est de la Côte d'Ivoire, région du Moronou. Nous sommes sur un site d'orpaillage clandestin. Ici, la majorité des travailleurs sont des enfants. C'est le cas de cet enfant qu'on nommera Gérard, âgé seulement de 14 ans, qui a dû abandonner les études pour se faire un peu d'argent afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ce jeune enfant travaille sur ce site d'orpaillage environ 11 heures par jour. Convalescent, il est quand même présent sur le site pour donner un coup de main à ses collègues. Je suis venu chercher un peu d'argent pour aider ma mère et mon père. 2 mois que je suis à Côte d'Ivoire, c'est mon grand frère qui m'a envoyé ici. On vient travailler tous les jours. On cherche or. On commence à 6 h, on descend à 17 h. On dort au village. Je partais à l'école, mais il n'y avait pas l'argent pour me pousser. Donc je suis venu chercher un peu d'argent pour aller continuer l'école. Un peu loin de là, celui-ci qu'on nommera Habib ignore que nous le filmons. Il nous fait de brèves confidences. Tu es gardien ou bien? Non, je ne suis pas gardien. Tu es le patron? C'est les éléments qui sont dedans en train de travailler. J'ai fait venir les gens. Je travaille, je me repose sur nous. Rentrer au pays les poches pleines et aider la famille, c'est le rêve que poursuivent tous ces orpailleurs. On cesse l'eau, ouais, mais pour le moment, il n'y a même pas l'eau à travailler. Tout est dur chez nous. C'est pas on débrouille seulement, sinon on gagnerait. Je faisais à l'école. Je me suis venu pour cesser un peu d'argent pour aller continuer mes études. Aujourd'hui, tellement, sans vous mentir, là, c'est difficile parce qu'il n'y a même pas l'eau pour travailler. Les sites d'orpaillage illégaux, comme celui de Elinzoué, sont légion en Côte d'Ivoire. Selon des informations du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal, plus de 800 sites d'orpaillage illégaux ont été détruits en 10 mois sur toute l'étendue du territoire. Autre chose à présent, les jumeaux des frères et sœurs qui ont partagé le même utérus au cours d'une même gestation sont le plus souvent inséparables. Mais que se passe-t-il lorsqu'il leur arrive d'être séparés, qu'ils soient tout petits ou adultes? Notre reporter Joël Gosset nous conte ici l'histoire de jumeaux à l'occasion de la journée qui leur est consacrée. Suivez son reportage. Naître jumeaux est l'une des belles choses que la vie peut offrir. Avoir l'occasion de grandir avec sa moitié est un privilège. Dans le lien jumellaire, cet autre est présent dès le début avec un soutien, un lien qui va se développer d'année en année. Malheureusement, Ismaël, la vingtaine révolue, n'a pas eu cette chance. Dès l'âge de 1 an, la vie le sépare de son autre lui, Ibrahim. J'ai grandi en étant toujours seul et à l'âge de 7 ans, on m'a fait savoir que j'étais jumeau. Ce qui est quasiment étonnant en fait. Voilà, il fut une fois où j'ai constaté que j'étais vraiment jumeau en retrouvant les photos de mon jumeau et moi. Depuis informé de son statut de jumeau par sa famille, Ismaël vit presque comme un loup solitaire. Des accusations qui semblaient être des boutades en fait, prononcées par certains parents en disant comme ça que oui, vraiment c'est un sorcier, il a des pouvoirs mystiques. Ça fait que je suis très solitaire, c'est un peu comme un traumatisme. Une situation que déplore son géniteur, joint par téléphone. Sa discrétion est trop avancée. Il dit, mais il faut être ouvert un peu. Il dit que moi, je n'ai pas de secret. Sinon, ce n'est que récemment, tout récemment que j'ai su, il a fait master 2. Vivre replié sur lui-même est pour Ismaël une sorte de protection.
La Bible et le Coran même le disent, ne te livre pas à la vantardise populaire. Ce qui se construit de grand se construit dans le silence et sort au beau jour. Contrairement à Ismaël, David a connu son frère jumeau, Émile. Tous deux ont eu la possibilité de vivre des moments gravés dans son cœur. On a fait pratiquement toute notre enfance ensemble. Je dis pratiquement parce qu'à l'âge de 20-22 ans, on a dû être contraints de se séparer. Parce qu'après qu'on ait échoué au BEPC, on a été tous les deux renvoyés du lycée en même temps. Mais le 15 février 2018, sur l'axe Yamoussoukro-Toumoudi, survint un drame. Ça a été le jour le plus terrible de ma vie. Parce que j'étais allé retirer son costume de mariage. Le costume même est encore là. Il est décédé le jeudi, alors que son mariage était pour le samedi. Émile n'était pas seul lors de l'accident. Avec lui, sa marraine et les enfants de cette dernière. Je savais qu'il avait eu l'accident, mais je ne savais pas au juste à quelle ampleur. Nous sommes rentrés en contact avec d'autres témoins de la scène et on a compris qu'on avait pratiquement perdu toute la famille. Parce qu'il avait ma grande sœur, ses 2 enfants, ma petite sœur et la servante avec mon jumeau. David garde encore précieusement certains souvenirs. On a même la photo des funérailles d'Émile qui est présente. Voilà, elle est juste en bas de la photo de mariage. Au départ, on l'avait accrochée à part, mais à chaque fois que les gens entrent et qu'ils voient la date, ils comprennent automatiquement que ce n'est pas moi. Donc, avec les questions, réponses, tout ça, on a fini par enlever. Donc, on l'a couvert avec la photo de mariage. Les jumeaux avaient des rêves. On aimait beaucoup Serge Fatou Elenga et Barthélemy Nabo qui animaient en ce temps-là Variétoscope. On appréciait vraiment leur jeu d'acteur, donc on avait voulu un peu faire quelque chose comme eux, mais cette fois-ci avec des visages identiques. On s'est dit que ça allait être tellement intéressant. Bon, c'était ce rêve-là qu'on avait. 4 ans après ce drame, certains amis ne savent toujours pas que son frère est décédé. C'est un de ses amis qui m'identifie à lui, qui me confond au fait. Quand je suis pressé, je joue le jeu. Voilà. Il dit oui, ça va Joe, c'est vrai, il y a longtemps, même si je n'ai jamais vu la personne. Et quand j'ai le temps, je dis à la personne non, et je suis son frère. Qu'en réalité, Émile, il est décédé. Pour certaines personnes, ce départ brusque relève du mysticisme. Les gens ont dit que sûrement les esprits ne voulaient pas. Voilà, que dans notre famille, on ne se marie pas. Lui, il a voulu s'entêter. C'est pour cela que la mort l'a pris. Pendant ce temps difficile, l'amour de sa communauté religieuse a été d'un grand réconfort. Avec l'amour que la famille chrétienne a manifesté autour de ce décès-là, parce que toute l'Église avait aussi été présente. Donc ça, c'est la chose la plus positive qu'on a eue dans cette affaire de décès-là. Oublier son autre moitié et sa marraine est chose impossible pour David. À chaque fois que je vois ma photo, c'est lui que je vois. Et même souvent avec mon épouse, quand je pose certaines actions, elle me dit « Si Chebani était là, tu n'allais pas faire ça. » Parce qu'effectivement, c'est la seule qui pouvait m'empêcher de faire des bêtises. David et Ismaël, désormais seuls, s'adressent aux jumeaux qui ont, comme eux, perdu leur moitié et ceux qui ont encore la chance d'avoir avec eux leurs jumeaux. Je souhaiterais dire à toutes ces personnes qui ont perdu leurs jumeaux de ne pas baisser les bras. Parfois, ça crée des troubles. Ça fait que vous êtes vraiment retranchés sur vous, mais de s'ouvrir au monde. Pour ceux qui sont là aujourd'hui avec leurs jumeaux, je peux simplement leur dire de manifester l'un envers l'autre le maximum d'amour possible. Le maximum d'amour possible parce que quand un va s'en aller, vous n'aurez plus l'occasion de le faire. Dans un autre domaine, les importateurs de bétail de l'abattoir de Port-Bouët entendent importer du bétail de qualité et favoriser l'entraide entre les importateurs. Ils se sont donc organisés en coopérative à la faveur d'une assemblée générale constitutive tenue à l'abattoir de Port-Bouët. Une rencontre qui a permis la nomination du président de la nouvelle coopérative ainsi que des membres du bureau. Clarisse Kanyala, Afisiata Karamoko. Abdoulaye Korbeogo est nommé président de la coopérative des importateurs du bétail de Port-Bouët pour un mandat de 3 ans. Cette coopérative de 300 membres a la charge de veiller sur la qualité du bétail importé,
de défendre les intérêts de ses membres en vue de s'entraider. Nous avons décidé aujourd'hui de nous mettre aujourd'hui en société coopérative afin de pouvoir interpeller nos gouvernants, de pouvoir nous apporter leur soutien, que ce soit leur soutien financier, que ce soit leur soutien technique, matériel, afin que nous puissions pouvoir avoir les moyens de pouvoir vraiment aujourd'hui continuer à ravitailler le marché ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui en conformité avec la loi Ouada qui demande que nous nous mettions en société coopérative. Et c'est ce qui nous a motivés à aller dans ce sens. Cette nomination intervient à l'occasion de l'Assemblée générale constitutive de la coopérative des importateurs de bétail de l'abattoir de la commune de Port-Bouët. Une initiative saluée par le 5e adjoint au maire et chargé de l'assainissement de l'abattoir de Port-Bouët. S'ils se mettent en fédération, je pense qu'ils vont booster la filière bétail et celui qui gagne, c'est eux, c'est la population de Port-Bouët. Alors c'est un message de concorde et d'union que le maire lance à l'endroit de cette fédération qui prendra peut-être le taureau par les cornes ou bien le bélier par les cornes pour pouvoir faire le travail qu'il a été confié par toute la filière bétail. Le président et les membres de son bureau ont exhorté les importateurs à travailler dans la paix, la coopération et la cohésion sociale afin de relever tous les défis de la filière. Retour à Bongouanou, toujours à Elenzoué, où s'est tenue une séance de dépistage gratuit du diabète. Une occasion mise à profit par la jeunesse unie pour le développement d'Elenzoué de marquer ses 20 ans d'existence. Anicette Konon. Elenzoué est localité située à 20 km de la ville de Bongouanou, au sud-est de la Côte d'Ivoire. Paul Quadio vient se faire dépister du diabète à la place publique du village. Pour lui, le dépistage du diabète relève d'une importance capitale compte tenu de la menace que représente cette maladie. C'est très important de faire le dépistage parce que le dépistage permet au moins de connaître son statut. La santé est le maillon le plus important dans la vie de l'homme. Ce dépistage se fait à l'occasion de la célébration des 20 ans d'existence de la jeunesse unie pour le développement de l'Elenzoué Judée. Une occasion pour les responsables de cette association de célébrer l'excellence dans le village. 90 kits scolaires sont remis aux meilleurs élèves des 3 écoles que compte le village. La Judée est une association qui, créée depuis 2002, a pour vocation d'œuvrer pour le développement du village. Il faut dire que pour nos 20 ans, nous avons cumulé toutes nos activités que nous faisons depuis les 20 ans pour les faire en une journée. Cette célébration qui se tient chaque 15 août à Elenzoué est bien accueillie par la jeunesse qui exprime son attachement à la paix et à la cohésion sociale. C'est une très bonne chose. Ça nous permet de nous retrouver. C'est-à-dire que chaque année, chaque 15 août, tout le monde vient au village pour qu'on puisse se retrouver. Elenzoué, c'est le village le plus doux au monde. On n'a pas de problème avec quelqu'un. La paix et le vivre ensemble, c'est notre quotidien. Ici, à Elenzoué. La célébration des 20 ans de la jeunesse unie pour le développement d'Elenzoué Judée a débuté la veille par l'organisation d'une compétition de football entre fils du village. Restons à Elenzoué pour parler religion. Les fidèles chrétiens catholiques de ce village, situé, comme l'a dit Anicette Konon-Blessing, à 20 km de la ville de Bongouanou, chef-lieu de la région du Moronou, ont célébré ce samedi 13 août une messe d'action de grâce. Cette messe a pour objectif de rendre gloire à Dieu, car un fils du village vient d'être ordonné prêtre au diocèse de San Pedro. C'est une véritable fierté pour ces villageois. Nous en reparlerons plus amplement dans nos prochaines éditions. Ailleurs, une marche prévue aujourd'hui à Niamey contre la présence de soldats de la force Barkhane au Niger a été interdite et ses organisateurs ont annoncé avoir décidé de lancer en lieu et place une pétition exigeant leur départ. Le mouvement M62, qui rassemble des organisations de la société civile, annonce avoir décidé de lancer une pétition en ligne contre la présence de Barkhane au Niger, dont le texte demande que le régime du président Mohamed Bazoum, je cite, la fasse partir du pays, ainsi que toute autre force dont l'objectif est de déstabiliser ou de piller les ressources du Niger et du Sahel. Fin de citation. Plus loin, le corps de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos sera remis à sa veuve pour être rapatrié et inhumé en Angola. C'est ce qu'a décidé un tribunal de Barcelone, capitale de l'Espagne. Le sort de la dépouille de l'ancien chef de l'État angolais est au centre d'une bataille juridique entre sa veuve et l'une de ses filles depuis son décès à Barcelone le 8 juillet dernier, surtout dans l'optique des élections prévues le 24 août en Angola.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur RTI2.